partir des années 90, des chercheurs ont commencé à identifier différentes catégories de traumatisme et effectivement, ça évolue au fil du temps. Alors, on distingue les traumas avec des grands T, le trauma de type 1, grand T 1, qui concerne un événement unique, isolé dans le temps, c'est comme un accident de voiture ou un désastre naturel, ou éventuellement une agression, mais unique. Agression par un autre être humain, interpersonnel, on appelle ça. Le trauma de type 2 se réfère à des événements répétés avec une dimension interpersonnelle, comme par exemple de la violence physique, de la violence sexuelle, de la violence psychologique. Et donc ce type de trauma est plus dommageable que le trauma de type 1 en raison de son caractère récurrent et de sa nature interpersonnelle. C'est pas la nature, on peut pas attribuer ça à un manque de chance, à la nature, etc. C'est vraiment un être humain qui a commis quelque chose sur un autre être humain, et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus douloureux. Le trauma de type 3, c'est encore pire. Ça inclut une série d'événements violents et répétitifs qui commencent souvent dès l'enfance, tels que l'inceste, la violence domestique. Ces expériences sont particulièrement dévastatrices en raison de leur intensité, de leur durée et surtout de l'intention de nuire. Evelyne Joss, qui était ici, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, elle souligne que ces expériences interpersonnelles sont extrêmement destructrices pour la dignité et l'intégrité de l'individu. Ça détruit complètement l'estime de soi et la confiance en l'humanité. Et tu en as parlé aussi, Florence, mais on trouve également ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle aussi les traumas avec un petit t qui n'en sont pas moins dévastateurs et qui regroupent les expériences négatives et chroniques et répétitives, comme par exemple des moqueries, des disputes familiales. Entre guillemets, ces petits traumatismes vont s'accumuler au fil du temps et ils peuvent causer autant de dégâts que les grands traumatismes en raison de leur persistance. Et puis après, on a d'autres auteurs, comme par exemple Francine Shapiro, qui est à l'origine de l'EMDR, qui a élargi la définition du trauma à tous les événements qui ont un impact négatif durable sur la psychologie, sur la psyché, et qui sont mémorisés de manière similaire à ceux qui répondent aux critères A de l'APA. Le critère A, c'est la confrontation à la mort. C'est la menace directe pour soi ou pour un proche. Et donc, on parle aussi de traumatisme en boss. On les considère comme des boss, en fait, dans notre parcours de vie. C'est des événements que nous aurions préféré ne pas vivre et qui restent dysfonctionnellement stockés dans notre mémoire. Dan Siegel, il les appelle autrement, Dan Siegel qui sera aussi avec nous, il les nomme trauma par commission. C'est quelque chose qu'on nous a fait. Et en contraste, on va avoir les traumas en creux, qui se composent de tout ce que nous aurions dû expérimenter, avoir, recevoir, mais que nous n'avons pas vécu. Et donc, ça va être des carences affectives. On aurait dû recevoir de l'amour, de l'attention, des câlins. On n'a pas eu ça. Ça crée des traumas en creux. Et Dan Siegel, toujours lui, les appelle des traumas par omission. Donc, commission et omission. Et ces manques influencent également profondément notre bien-être tout au long de notre vie. Et donc, on a des thérapies novatrices qui vont permettre de compléter notre boîte à outils. Alors, l'IFS, dont tu parles beaucoup, dont on parle beaucoup durant tous ces congrès. On a aussi le DNMS, qui est une technique qui permet aussi de venir combler ces manques. Est-ce que j'ai le temps de passer une illustration? Parce que je trouve que elle est très parlante pour les personnes qui nous écoutent et qui montre un peu la conjonction de tous ces traumatismes. Alors, ce schéma, en fait, résume l'ampleur de tous les traumas. Donc, on voit bien qu'il y a deux catégories de blessures infantiles. Les blessures d'attachement, dont tu parlais, qui vont résulter de besoins émotionnels non satisfaits, et les blessures traumatiques résultant de besoins de sécurité non satisfaits. Et la mesure dans laquelle les parents répondent aux besoins émotionnels et aux besoins de sécurité, peuvent être évalués selon ces deux critères. Donc, par exemple, ici, on voit que les besoins émotionnels sont entièrement satisfaits dans cette première colonne,
Ils vont être ça veut dire que les parents, on appelle ça les figures d'attachement, mais plus souvent c'est les parents, ils calment bien le stress émotionnel, et l'enfant s'est développé de manière extrêmement sécure, un peu dans un monde de bisounours. Mais ça existe quand même, heureusement d'ailleurs. Dans la seconde colonne, on voit que les besoins émotionnels étaient satisfaits, mais de manière inconstante. Donc les figures d'attachement, les parents pouvaient occasionnellement calmer le stress émotionnel, mais pas tout le temps. Et donc il y a un attachement qui est quand même sécure, mais pas trop. Et puis plus on avance là, et moins ces besoins sont satisfaits. Et donc, je vais passer tout de suite à la colonne 4. Les besoins émotionnels, là, ils ont été rarement, très très rarement, correctement satisfaits. Et les figures d'attachement, les parents, les gens qui prenaient soin de l'enfant, eh bien, suscitaient un stress vraiment très très important chez l'enfant. Et sur cet axe-là, on va avoir les besoins de sécurité physique. Donc ici, ils sont entièrement satisfaits, et là, ils sont pas du tout satisfaits. Et donc là, ça veut dire que on va avoir des cas de figure avec des personnes qui vont avoir des profils différents. Et on va voir évidemment que si on a des blessures traumatiques fortes, avec des blessures d'attachement fortes, là, ça va être évidemment beaucoup plus compliqué. Et on a des méthodes dont on parle qui vont très très bien fonctionner sur des blessures traumatiques, mais quand on a une sorte de conjonction entre les différents types de traumas, là, ça va devenir un peu plus compliqué.